Il y a quelques jours, j'ai vu passer cette photo sur Threads. La légende, nouveau fond d'écran obligatoire pour entrepreneurs. Bon, puisque c'est obligatoire... Mais attendez, j'ai quand même l'impression d'avoir raté quelque chose. Depuis quand est-ce que Mark Zuckerberg est devenu cool? On parle quand même d'un gars qui a été découvert par le grand public avec un film qui s'ouvre sur une scène où il se fait plaquer. You're gonna go through life thinking that girls don't like you because you're a nerd. And I want you to know from the bottom of my heart that that won't be true. It'll be because you're an asshole. On pourrait penser que son image n'aurait pas pu empirer après ce film, mais si, on l'accuse de revendre vos données privées. Do you think that Palantir has ever scraped data from Facebook? Senator, I'm not aware of that. Ceux qui ne s'intéressent pas à lui pour le détester le transforment en mème et l'accusent d'être un reptilien. Mark, are the allegations true that you are secretly a lizard? I'm gonna have to go with no on that. Ou lui Photoshop des corps de Kardashian. Quoi qu'il fasse, impossible pour lui de se refaire une image. Il se met au surf, un sport cool, mais les paparazzis en tirent une des pires photos de tous les temps, où Zuck s'est mis l'équivalent d'une bouteille entière de crème solaire sur la tronche. Et le pire, c'est que son explication réussit l'exploit d'être encore plus bizarre que la photo originale. I noticed that there was this paparazzi guy following us. So I was like, oh, I don't want him to recognize me. So you know what I'm gonna do? I'm just gonna put a ton of sunscreen on my face and then he won't know who I am. Mais depuis quelques mois, il semble que le vent est en train de tourner. Même pas 2 ans après s'être fait moquer de tous les côtés pour son métaverse, Zuck est en train de prendre une sacrée revanche. Il est passé de ça à ça. Non seulement il s'est mis au sport, mais il a atteint des niveaux ahurissants pour un non-professionnel. Sur le challenge du Murph, qui pousse même les plus gros amateurs de levée de fonds dans leur retranchement, Zuck met probablement une raclée à 90% des sportifs. Le gars qui rafraîchissait pathétiquement la page Facebook de son ex à la fin de Social Network, poste des photos d'influenceurs par an sur Instagram. Le puceau qui a créé un site pour noter le physique des étudiantes de Harvard, étrangle des mecs sur un tatami. La situation actuelle est résumée par les présentateurs du podcast My First Million. I've become such a stan for Zuck, and this whole thing, he's just proven to be like the man. He's come off very likable. Il y a 2 ans, au moment des annonces du rebranding de Facebook en Meta, ça aurait été impossible d'entendre ce genre d'opinion. Mais aujourd'hui, c'est devenu totalement normal de se définir comme un fanboy de Zuck sur un podcast à 100 000 écoutes. All he needed to do was start working out. The guy takes 10 jiu-jitsu classes and learns how to do a pull-up, and all of a sudden, idiots like us are like, you know what? I fuck with this guy. Totally worked on me. Alors oui, le Pékin moyen déteste encore Zuck et le détestera toujours. Mais le Pékin moyen déteste tous les gens qui ont mieux réussi que lui. C'est à chaque fois la même histoire. Une malédiction frappe les grands patrons de la tech. Les fondateurs sont considérés comme des génies courageux à leur début, mais plus ils réussissent, plus ils sont détestés par le grand public. C'est arrivé à Bill Gates, Bezos, Musk. Le seul remède connu, c'est de mourir au bon moment, comme Steve Jobs. S'il était encore vivant, on lui reprocherait le manque d'innovation d'Apple sur les dernières années et la politique prédatoire des 30% de commission de l'App Store. Et si Musk était mort il y a 4 ans, on se rappellerait comme un des plus grands visionnaires du 21e siècle. C'est exactement comme la citation de Harvey Dent. On meurt un héros, on vit assez longtemps pour se voir devenir un méchant. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Dans ce paysage, le cas de Zuck est unique. Voilà un fondateur qui a été admiré puis détesté et qui est en train d'opérer sous nos yeux un incroyable comeback. On peut difficilement faire pire comme mythe de création d'entreprise que l'histoire de Facebook. Tous les PDG tech qui ont marqué ces dernières années ont une histoire à la hauteur du succès de leur boîte. Larry Page et Sergey Brin ont créé Google dans un garage. Les 3 fondateurs d'Airbnb ont eu l'idée de leur entreprise en louant leur propre matelas gonflable. Au lieu de prendre sa retraite aux Bahamas, Elon Musk a réinvesti tout l'argent de la vente de PayPal dans un projet fou auquel personne ne croyait, envoyer des fusées dans l'espace. Mais Facebook a été créé par un rageux qui voulait tellement devenir populaire qu'il a codé un site pour dégrader le physique de ses camarades de classe en les comparant à des animaux. Et c'est même pas le pire. Le pire, c'est qu'un des plus grands réalisateurs de notre époque en a fait un film, et il se trouve que ce film est un chef-d'œuvre qui est devenu un classique et que quasiment tout le monde a vu. Zuck est devenu mondialement célèbre avec un film qui le présente comme un puceau impitoyable qui a trahi son ami le plus proche et dont tout le succès repose sur une idée volée. La chose la plus gentille que le film ait à dire sur lui, c'est ça. You're not an asshole, Mark. You're just trying so hard to be. Le scénario du film est adapté d'un livre dont le titre est révélateur du peu de crédit que le public donne à Zuckerberg, Accidental Billionaires, milliardaires par accident. Le livre présente la création de Facebook comme une mauvaise blague et la réaction de Zuckerberg comme celle d'un sociopathe insensible au tort qu'il cause autour de lui. Ce moment historique, celui qui a incontestablement conduit à l'une des plus grandes fortunes de l'histoire moderne, n'a pas tant commencé par un crime qu'une farce universitaire.
Le gamin était en colère et il avait avec lui un certain nombre de bières Beck's. Comme d'habitude, il portait probablement ses tongs Adidas et un sweat à capuche. Sa réputation était foutue. Les filles du campus allaient certainement toutes le mépriser. Après, il n'était pas exactement un Casanova. Comparer les filles du campus à des animaux de ferme, ce n'était pas le genre de choses que vous faisiez lorsque vous couchiez régulièrement avec des filles. Le plus drôle était que Mark n'avait pas semblé vraiment comprendre pourquoi tout le monde était si dérangé par le site. Il avait, sincèrement, du mal à comprendre la colère des différents groupes de femmes sur le campus. Mais quand David Fincher réalise le film, il n'a pas spécialement en tête de présenter Zuckerberg comme un loser. Le film a donc une vision plus nuancée du personnage que le livre. Notamment parce que Fincher, le réalisateur, et Sorkin, le scénariste, avaient des avis très différents sur Zuck. Sorkin a adapté le scénario du livre, qui est plutôt à charge contre Zuck, mais Fincher a déclaré en interview « Je voulais trouver quelque chose d'humain chez chaque personnage, et je n'ai jamais vu Mark comme le méchant. Je ne vois pas Sean comme le méchant. Je n'aurais pas fait le film si ça avait été un lynchage sur place publique. Ça ne m'intéresse pas de faire tomber les gens qui réussissent. Je pensais juste qu'il était une force intéressante et fascinante. » Mais même si Fincher a déclaré qu'il n'avait aucune intention de crucifier Mark Zuckerberg, beaucoup de gens ont gardé du film l'image d'un loser sans charisme, prêt à tout pour devenir populaire, mais qui est toujours un loser sans amis après être devenu riche. Même les rares personnes qui se sont pris d'affection pour le personnage, comme ce journaliste qui a écrit sur la revanche du nerd Zuckerberg, présente la création de Facebook comme l'acte de vengeance ivre d'un inadapté social de l'Ivy League contre une fille qui l'a rejeté. Comme tant de progrès historiques dans les arts, les lettres et le commerce, Facebook est né d'un rejet romantique. Dans The Social Network, un des personnages observe que chaque mythe de création a besoin de son diable. Ce qui est fou, c'est que dans le cas de Facebook, le diable c'est aussi le personnage principal de l'histoire. 10 ans plus tard, il y a quand même des gens qui pensent que le film a été trop tendre avec Zuckerberg et qu'il est en réalité encore plus détestable que ce qui a été filmé. Regardez cet article, 10 ans plus tard, The Social Network est trop gentil envers Mark Zuckerberg. Le résultat, c'est que le film a solidifié l'image de Zuck comme un gamin aux principes douteux qui ne mérite pas d'être pris au sérieux. Regardez comment il était présenté 4 ans après la création de Facebook. Sitting atop this growing company, directing an internet revolution, is a young, geeky computer programmer who created the site only 4 years ago. This is the face of Facebook, Mark Zuckerberg, the mogul who's guiding its extraordinary growth. What everyone wants to know is he old enough to be running a company some people say is the biggest thing since Google? Dans cette interview, Zuckerberg se fait malmener par une journaliste qui n'a pas du tout l'air d'être une experte des réseaux sociaux. Il est évidemment agacé, mais il manque du charisme nécessaire pour répliquer, ce qui donne lieu à ce genre de séquence lunaire. You seem to be replacing Larry and Sergey as the people out here who everyone's talking about. You're just staring at me. Is that a question? Yeah. We were warned that he can be awkward. Il a même été surnommé le PDG en bas âge par une analyste tech qui déclare dans le même programme You see some of these mistakes they're making very early on and you worry where the judgment is. Is he a good CEO? I don't know. I think he's very young. Une chose est sûre, l'analyse de Mark Zuckerberg est trop jeune pour être qualifié était complètement à côté de la plaque. Et si j'étais l'auteur du livre qui a inspiré The Social Network, je trouverais aussi que mon titre, milliardaire par accident, a très mal vieilli. Parce que s'il y a une chose que Zuck a prouvé depuis, c'est que ces milliards de dollars sont loin d'avoir été gagnés sur un malentendu. Avec du recul, il y a un décalage ridicule entre le désastre du mythe populaire de la création de Facebook et l'intelligence dont Zuck a fait preuve dans toutes ses futures décisions. Zuck a misé sur des rachats de génie auxquels personne ne croyait. En 2012, quand il décide de racheter Instagram, tout le monde se moque de lui parce qu'il paye 1 milliard pour une startup qui n'a même pas 2 ans et seulement 13 employés. Aujourd'hui, Instagram est valorisé à plus de 100 milliards de dollars. Rebelote avec WhatsApp, à l'époque la deuxième plus grosse acquisition de l'histoire de la tech. Et bien sûr, beaucoup de gens se sont moqués du projet de Metaverse comme d'un délire de grandeur hors sol, mais ces gens-là passent complètement à côté des objectifs stratégiques de Facebook. Aujourd'hui, Meta est complètement dépendante de Google et d'Apple pour permettre à ses utilisateurs d'accéder à leurs apps. Quand Apple a décidé de changer les règles du jeu pour favoriser leur propre plateforme de pub, ils ont instantanément vaporisé 10 milliards de chiffre d'affaires de Facebook, sans que Zuck ne puisse rien faire d'autre en réponse que de serrer les fesses. Son plan est donc de créer la prochaine plateforme qui viendra remplacer le téléphone mobile, comme le mobile a supplanté le PC comme principal moyen d'accès à Internet. Donc c'était pas un délire mégalomane. Le changement vers Meta était un pari très audacieux, qui, soyons clairs, pourrait bien échouer, mais qui démontre une vision stratégique de long terme. Surtout quand on se souvient que Facebook avait racheté l'entreprise de casques de réalité virtuelle Oculus en 2014. Autrement dit, quand il a annoncé le changement de nom, ça faisait déjà plus de 7 ans qu'il avait lancé la machine pour trouver le successeur de l'iPhone. Même chose pour le lancement des Stories sur Instagram. À l'époque, les analystes décrivent ça comme une tentative un peu nulle de copier Snapchat, mais avec du recul, c'était la bonne décision. Zuck a mis de côté son ego, il a accepté d'être vu comme un copieur pas cool,
mais ça lui a permis de couper la croissance de Snapchat, qui était à l'époque son rival le plus dangereux. Et la liste continue. Au moment de son introduction en bourse, beaucoup d'analystes critiquaient le manque de rentabilité de Facebook. Le business model n'était pas prouvé, etc. Évidemment, le business model s'est avéré extrêmement rentable dans les années suivantes. Donc les médias ont présenté Zuckerberg à ses débuts comme un gars qui savait à peine ce qu'il faisait, mais coup après coup, il nous a montré qu'il savait très bien où il va. Partout où il décide de rentrer en compétition, la croissance de ses concurrents s'arrête. C'est ce qui s'est passé avec Snapchat et les stories Instagram, et c'est ce qu'il essaye de faire avec Threads. Il avait décrit le Twitter pré-Elon Musk comme une voiture de clown conduite dans une mine d'or, et il a profité du chaos après l'achat pour rentrer dans l'arène avec un produit supposément développé en 6 mois par 20 ingénieurs, donc un assassinat par rapport aux 550 ingénieurs de Twitter. Alors vous avez peut-être vu les articles qui sont sortis et qui annoncent que Threads est un échec parce que les utilisateurs ont baissé depuis le lancement, mais la vérité c'est qu'aucun produit n'a 100% de taux de rétention et le succès se verra sur le long terme, sachant que le taux de rétention de Twitter est aussi absolument atroce sur les nouveaux utilisateurs. Quand on regarde le Zuck d'aujourd'hui, c'est très difficile de maintenir l'image de loser devenu milliardaire par accident qui est dépeinte dans The Social Network. Et c'est pour ça que j'ai changé d'avis sur lui. Je ne pense pas que Zuck c'est juste un geek qui s'est fait pousser des abdos. Il faut une force d'esprit assez phénoménale pour passer outre les insultes et le mépris constant de la presse et du public. À sa place, 99,99999% des gens auraient pris les milliards et laissé quelqu'un d'autre gérer la boîte. Just as a human being, how does it feel though? So many people in the US, the place you call home, have a negative view of you as a leader, as a human being, and the company you love. Well, I mean, it's not great. If I wanted people to think positively about me as a person, I don't know. I'm not sure if you go build a company. There is a dynamic where a lot of the other people running these companies, internet companies, have sort of stepped back and they just do things that are sort of less controversial. C'est aussi une chose qu'on peut respecter chez Andrew Tate même si vous n'êtes pas d'accord avec lui. Si vous avez plus que 15 ans, ce qui est impressionnant c'est pas les punchlines ou les muscles ou les bagnoles. C'est que le monde entier essaye de le faire taire et il semble absolument imperturbable. Mais là où Andrew Tate est détesté parce qu'il dit des phrases chocs, Zuck est détesté parce qu'il est réellement puissant. Si vous avez traîné sur Twitter, X, ces dernières semaines, vous avez dû tomber sur des échanges d'une bizarrerie sans nom entre les deux PDG tech les plus célèbres au monde. Elon Musk défie Zuck à un concours de mesure de bits. Elon Musk propose à Zuck un combat en octogone, Elon Musk traite Zuck de cocu. À vous de me dire si vous trouvez ça cool ou si ça fait un peu pitié de la part d'un mec de 52 ans. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que Musk joue directement sur le cliché du Zuck de Social Network, c'est-à-dire le geek puceau. Mais ça colle mal avec le nouveau Zuck, qui gagne des compétitions de Jiu-Jitsu et qui pourrait détruire Musk dans un octogone. De son côté, Zuck va aller aussi troller Musk, mais lui, il s'est tapé là où ça fait mal. Rappelez-vous que Musk a payé 44 milliards pour acheter Twitter, et à l'époque, il se plaignait lui-même de payer trop cher. Depuis, Twitter a encore perdu environ la moitié de sa valeur. Du coup, on comprend que ça le chafouine un peu quand Zuck fait son premier tweet en 10 ans pour annoncer la sortie de Threads. Zuck enchaîne en parlant des opportunités manquées de Twitter et de son envie de faire de Threads le numéro 1 du marché. Okay, so for those keeping score at home, Elon bought a product for $44 billion, and then Zuck built the same product for 1,000 times less, is stealing all of his users like an absolute Chad, and is God willing about to choke him out in 90 seconds on a steel cage soon. Huh. So that's what a cuck means now. Mais derrière les blagounettes, Zuck a beaucoup appris de Musk. Parce que le génie de Musk, c'est de créer un culte de la personnalité en partageant des mèmes sur internet. Ça joue sur un biais que j'appelle l'effet de la star banale, qui consiste à juxtaposer une célébrité inatteignable avec une action normale du quotidien. Le magazine US Weekly a une section entière appelée « Les stars, elles sont comme nous », qui publie des photos de stars en train de faire des actions random, comme acheter du pain ou récupérer leurs enfants à l'école. Autre exemple, Henry Cavill a eu un énorme moment de viralité quand il a décidé de partager des vidéos de lui en train de construire un PC. Qu'un mec qui ressemble à ça soit un gamer, ça fait bugger le cerveau des gens. Musk a construit son image là-dessus. C'est un milliardaire qui carbure intellectuellement plus que tout votre immeuble rassemblé, mais il shitposte à longueur de journée sur Twitter comme un mec normal. Prenez ce tweet, qui a 90 millions de vues. Si ça ne venait pas de Musk, ce serait complètement quelconque. La blague n'est même pas originale. Mais comme ça vient du gars qui a réinventé la voiture électrique et l'industrie spatiale, les gens s'affolent. Zuck a enfin compris que les gens le traitent de reptilien parce qu'ils le trouvent inatteignable. Il est devenu riche tellement jeune, il a tellement de pouvoir entre les mains, que les gens ne peuvent pas s'identifier à lui. Il pourrait aussi bien être un lézard venu d'une autre galaxie. Pendant des années, Zuck a essayé de donner une autre dimension à sa personnalité en faisant des défis marquants, comme apprendre le mandarin en 1 an, ou ne manger que des animaux qu'il avait lui-même tués pour mieux apprécier la valeur de la viande. Mais l'effet était inverse de ce qu'il voulait, parce que les gens normaux ne font pas ce genre de défis. Donc ça a accentué le côté alien. À la place, il fallait copier la stratégie de Musk, utiliser l'effet de la star banale et faire des choses de gens normaux, limite un peu nul, comme amener ses filles au concert de Taylor Swift avec des paillettes plein le visage. Mais Zuck a surtout appris des erreurs de Musk.
se comporter comme un gamin irresponsable, comme quand il a essayé de se rétracter du rachat de Twitter avant d'être forcé à terminer la transaction. Une vie personnelle et familiale catastrophique, et surtout quelqu'un qui n'a fondamentalement pas l'air très heureux. En ce moment, Zuck construit son capital sympathie en se positionnant comme l'anti-Musk, plus mature, plus équilibré, plus heureux. Quand on voit Musk rentrer comme ça à une présentation Tesla en Chine, et quand on voit Zuck répondre comme ça aux questions du Congrès américain, on se dit qu'ils ont un autre point commun. Ils ont tous les deux su faire levier sur leur statut de geek pour gagner la sympathie d'une fraction du public. Dans les années 80, quand on voulait représenter un PDG dans la culture populaire, on imaginait un cinquantenaire en costume cravate qui serrait des mains fermement en fumant un cigare. Pensez Gordon Gekko dans Wall Street. Mais aujourd'hui, on imagine presque plus facilement un jeune trentenaire en pull à capuche. Une des raisons, c'est qu'avec le web 2.0, certaines des plus grandes entreprises sont des entreprises tech qui sont souvent encore dirigées par leurs fondateurs. L'affaire Steve Jobs a probablement beaucoup joué là-dedans. Viré de Apple parce qu'il était jugé trop immature, il revient et non seulement il sauve la boîte, mais en plus il en fait l'entreprise la plus valorisée au monde. Regardez cet article, écrit au moment de la nomination de Satya Nadella, le PDG actuel de Microsoft. Après avoir détaillé son parcours, le journaliste termine par « Nadella rejoint une longue liste de geeks qui dirigent des entreprises tech, grandes et petites. Des gens comme Mark Zuckerberg, Tim Cook et Larry Page. Aujourd'hui, cette situation paraît normale. Mais comme l'explique ce blogueur, on a longtemps pensé qu'un ingénieur était incapable de diriger une entreprise. Si les techos manquent de compétences humaines de base comme communiquer efficacement ou faire une blague amusante, ils ne feront pas de bons managers. Et ne pensez même pas à nommer de telles personnes en tant que PDG. Ce préjugé a un nom, en anglais ils appellent ça Boffin Fallacy, qu'on peut traduire par l'illusion de l'intello. L'idée reçue que les technologistes ne comprennent pas le business, qu'il s'agit de quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire et n'apprécieront pas, et qui est en dessous d'eux. Mais aujourd'hui, c'est devenu évident qu'un fondateur de la Silicon Valley est plus compétent pour diriger sa boîte qu'un MBA de Harvard. Bill Gates prévenait gentiment les sceptiques en leur disant « Soyez gentils avec les geeks, il y a des chances que vous finissiez par travailler pour l'un d'entre eux. » Alors pourquoi est-ce que cette idée reçue s'est révélée fausse? Qu'est-ce qui fait qu'un geek peut devenir un excellent PDG? Déjà, l'investisseur Ben Horowitz déclare qu'il préfère que les fondateurs des entreprises de son portfolio restent PDG parce qu'ils ont une autorité morale. Par autorité morale, il parle de la capacité à prendre des décisions risquées tout en convainquant l'ensemble de l'entreprise de les suivre. Par exemple, un PDG recruté sur son gros CV pour remplacer Zuckerberg n'aurait jamais pu fédérer Facebook vers le pivot méta. Les équipes lui font confiance parce que c'est lui qui a créé la boîte et c'est lui qui en incarne la vision. Mais le point clé, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un excellent manager pour être PDG. Parce qu'il y a une différence entre un manager et un leader. Le leader est celui qui crée et incarne la vision. Le manager est celui qui fait vos bilans de performance et la gestion de projet. Les deux sont importants, mais ils n'ont pas besoin d'être la même personne. Le rôle du PDG, c'est avant tout d'être un leader. C'est bien connu que Elon Musk, par exemple, est un manager catastrophique, caractériel et en changement d'avis constant. Mais c'est aussi un leader brillant, qui sait créer une vision énorme pour ses entreprises et convaincre les gens de le suivre. Même chose pour Zuckerberg. Il incarne bien la vision de la boîte, mais il s'est entouré de gestionnaires comme Sheryl Sandberg qui a été COO pendant 14 ans et qui vient avec l'étiquette Harvard Business School et des pratiques managériales rodées à la perfection. En relisant les interviews de David Fincher, c'est fou à quel point sa compréhension de Zuckerberg s'est révélée correcte au fur et à mesure des années. Un journaliste lui demande « Mais vous faites tout pour dire que Mark n'est pas là pour l'argent. Alors pourquoi est-il là ?» Fincher répond « Je crois que Mark est là pour réaliser pleinement son rêve, qui est de construire un système qui lui permet de se connecter au monde à un degré dont il est incapable dans sa propre vie. Les gens parlent du fait qu'il est limite Asperger, de son horrible style de relations publiques, mais je pense que Facebook avait besoin de quelqu'un avec ce genre de compétences sociales limitées. Si vous allez créer un système comme Facebook, vous devez commencer avec quelqu'un qui comprend à quel point c'est difficile de communiquer. » Mais tout ça pose la question. Pourquoi est-ce que Zuck avait besoin de changer son image? Qu'est-ce que ça peut lui faire ce que les gens pensent de lui tant qu'il continue à utiliser ses applications? Pour un ancien loser qui est devenu milliardaire sous le feu des critiques, Zuck a un point de vue étonnamment ajusté sur la question. Je ne suis pas insensible à ce qu'on pense de moi, c'est juste que je ne respecte pas l'avis de la plupart des gens. I think that at some level, whether 25% of people dislike you or 75% of people dislike you, your experience as a public figure is going to be that there's a lot of people who dislike you, because like a huge part of the job is like you need to be getting feedback and internalizing feedback on how you can do better. And when the people whose opinions I respect call me out on getting stuff wrong, that hurts and makes me want to do better. But I think at this point I'm pretty tuned to just, all right, if I know they're kind of like operating in bad faith and they're not really trying to help, it doesn't, I think over time it just doesn't bother you that much. Alors à quoi ça sert de changer son image? En partie c'est une question d'image de soi. Personne n'a envie de vivre toute sa vie en étant défini par ce personnage de loser. En partie c'est une question stratégique. Personne n'a envie de travailler pour ce mec hargneux non plus. Le changement de nom de l'entreprise avait la même fonction. Les meilleurs ingénieurs de réalité virtuelle au monde n'avaient pas envie de travailler pour Facebook, l'application préférée de Tata Ivan. Mais ils seront séduits par Meta, la boîte qui a misé 14 milliards sur le futur. Alors je sais déjà à quoi va ressembler la section commentaires. Comment
est-ce que je peux oser dire des choses positives sur Zuckerberg? Mais si vous avez compris ma comparaison avec Musk, vous avez compris que je n'ai pas changé d'avis sur Zuckerberg seulement parce qu'il est riche ou parce que maintenant il a des muscles, mais parce que je respecte la qualité de ses décisions dans sa vie et dans son business. Vous pouvez ne pas être d'accord avec tout ce que fait Meta, mais ne faites pas semblant qu'il y a des solutions faciles à tous ces problèmes et que vous feriez mieux à sa place. Et puis, la principale critique de Meta, c'est qu'il connecte nos données privées. Mais la vérité que peu de gens veulent admettre au sujet de la vie privée, c'est que tout le monde s'en fout. Ou plutôt, tout le monde s'en fout, sauf les 0,56% de gens qui choisissent d'utiliser DuckDuckGo, le moteur de recherche qui protège la vie privée. En Europe, Facebook gagne environ 60 € par an par utilisateur. Donc dans un monde où les gens seraient vraiment attachés à leur vie privée, Facebook pourrait vendre un Facebook Premium pour 10 € par mois et être 2 fois plus rentable sans collecter vos données personnelles. Mais on sait tous que les gens ne valorisent pas leur vie privée à 10 € par mois. Ils ne font pas l'effort de changer leur moteur de recherche par défaut pour éviter que Google n'espionne leurs recherches pour les petites pilules bleues à 3 h du matin. Alors tant qu'il est clair que 99% des gens ne vont pas lever le petit doigt pour protéger leur vie privée, arrêtons de prétendre que la collecte de données pour offrir un service gratuit est un crime contre l'humanité. Sur YouTube, j'essaie de toucher un maximum de monde. C'est pour ça que je parle de sujets que tout le monde connaît, comme Zuckerberg. Mais si j'essaie de faire des conseils marketing ultra pointus, je vais perdre trop de gens. La plateforme n'est pas idéale pour ça. Du coup, je viens d'enregistrer 50 minutes de conseils ultra détaillés sur comment devenir copywriter professionnel, mais je vais pas les mettre sur YouTube. Si vous faites partie des 1% de gens que ça intéresse, vous pouvez les retrouver en cliquant le lien qui se trouve en haut de la description. Dedans, j'explique en détail pourquoi je vois beaucoup de demandes pour du copywriting en ce moment, et comment vous former en 3 mois pour commencer à vendre des projets à 2000 €. C'est pointu, donc si vous voulez juste m'écouter parler de trucs divertissants, allez plutôt voir une autre vidéo comme celle-là. Mais si vous voulez gagner votre vie sur le web, le copywriting est la meilleure manière de démarrer en ce moment. Cliquez sur le lien en haut de la description pour recevoir le plan d'action complet.